de Latte. Voici une histoire qui, pardon, n'est pas à la gloire de la police. L'enquête sur la mort d'Harmonie Marin, en 2013, à Fécamp. Pour la police, c'était un suicide. Affaire classée. Il a fallu toute la rage des parents d'Harmonie pour que la vérité émerge. C'était un meurtre. Je débrieferai cette histoire dans un autre podcast avec maître Guillaume Routel du barreau du Havre, avocat des parents de la victime dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, Mathieu Frette à la réalisation. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous donne d'entrée la morale pitoyable de cette histoire. Vous en ferez ce que vous voudrez. Rien, si vous voulez mon conseil. Mais si vous voulez tuer quelqu'un, et que vous voulez faire croire que ce quelqu'un s'est pendu, pensez à mettre, je sais pas, une chaise sous le corps. Parce que si vous mettez rien, on croira pas que c'est un suicide. Simple, basique. Ça se passe un soir de juin 2013 à Fécamp, en Seine-Maritime. Il est 10h30 du soir passé, et Régis et Isabelle Marin s'apprêtent à aller se coucher. Soudain, leur téléphone se met à sonner. Allô ? C'est Régis qui décroche. À l'autre bout du fil, Benoît, le frère du petit ami de sa fille Harmonie. Régis, faut que tu viennes, c'est grave. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas te le dire au téléphone. Viens chez Bruno et Harmonie maintenant. Ça fait 5 ans que Bruno et Harmonie sont ensemble. Il y a quelques mois, ils se sont achetés une maison dans le centre de Fécamp. Et donc, d'après le frère de Bruno, il y a un problème. Mais quel problème ? Dévoré par l'angoisse, le père saute dans sa voiture et il file tout droit chez sa fille et son gendre. Et pendant ce temps-là, la mère appelle, et le fixe et le portable d'Harmonie. Pas de réponse. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe de grave ? Parce que c'est ça qu'il a dit au téléphone, le frère de Bruno. Que c'était grave. Grave. Jusqu'à quel point ? Quand le père arrive devant la maison de sa fille, il trouve les deux frères, Benoît et Bruno, dans le garage, en larmes. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Et là, Benoît attrape le père par les épaules et il lui dit « Ta fille est morte. Elle s'est suicidée. Elle s'est pendue. Pendue. Mais où elle est ? Je veux la voir. Pousse-moi, je veux y aller. C'est où ? C'est dans le grenier, mais n'y va pas. Il va pas, c'est mieux. Si, j'y vais. » Et là, les deux frères plaquent le père contre la voiture pour l'empêcher de monter au grenier. « Il va pas, je t'en supplie, Régis. Tu supporteras pas. » Mais comment ça se fait que le SAMU et les pompiers sont pas là ? Je les ai appelés. Ils vont arriver. Quand les policiers arrivent sur place, Bruno, le petit copain d'Harmonie, les conduit tout droit au grenier. Et il découvre Harmonie étendue sur le dos avec un fil électrique autour du cou. « C'est vous qui l'avez décroché ?»« Oui. J'ai coupé le fil électrique avec une pince. » Les policiers se penchent sur le cadavre. Autour du cou d'Harmonie, il y a effectivement la trace d'un sillon d'étranglement qui est très caractéristique d'une pendaison. Mais il y a deux blèmes, deux anomalies qui leur sautent aux yeux tout de suite. D'abord, ils lèvent la tête et ils constatent que le fil électrique était accroché à la charpente du grenier par des clous, d'évidence pas assez solides pour soutenir un corps. Deuxième bizarre, sous la poutre, et d'ailleurs dans tout le grenier, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas d'escabeau, il n'y a pas de tabouret. Mais comment elle a pu se pendre alors ? Vu la longueur du câble électrique, ses pieds ne touchaient pas le sol. Alors comment est-elle allée s'accrocher là-haut ? Bien, monsieur. Vous nous confirmez que vous êtes le compagnon de Marin Harmonie, 25 ans. Ouais. Votre nom à vous, c'est Bruno Lafilé, c'est ça ? 2 F-I-L-A-Y. Vous avez quel âge ? 37 ans. Vous faites quoi dans la vie ? Il est maçon et aussi secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Divorcé après un premier mariage,
2 enfants. Il était avec Harmonie depuis 5 ans. Il raconte qu'hier soir, il est sorti promener son chien vers 20h et que quand il est rentré, vers 22h, Harmonie n'était pas là. C'était pas normal. Alors je l'ai appelé, et puis j'ai fini par monter au grenier. Et voilà. Et il dit que face à l'horreur de la scène, son premier réflexe a été d'appeler son frère, Benoît. Au-delà de l'absence de chaise sous la poutre et de ces fichus clous trop chétifs pour soutenir un corps, il y a un autre signal d'alerte. Harmonie n'était pas dépressive, du tout. Sa mère l'a eue au téléphone vers 18h, elle allait parfaitement bien. C'était une fille pleine de vie, une infirmière, joyeuse, rigolote. Mais bon, ça arrive que les gens cachent leur souffrance. Ça arrive qu'un suicide surprenne l'entourage, plus qu'on ne le pense. S'il n'y avait pas cette histoire de clous et cette absence de chaise sous le corps, ça serait passé comme une lettre à la poste. Mais là, ça coince. Le lendemain, les policiers procèdent à une petite enquête de voisinage. Et un voisin leur livre quelque chose de très intéressant. Il devait être 8 heures. Oui, 8 heures par là. Et j'ai entendu 2 cris. Et c'était des cris de femmes. Ça suggère une dispute. Or, le petit copain Bruno n'a pas parlé de dispute. À 20h, il prétend qu'il est allé promener son clébard. Harmonie était infirmière dans un service de cancérologie d'un hôpital privé du Havre. Un métier difficile, éprouvant. Un métier dans lequel il faut affronter la mort des patients presque tous les jours. Peut-être que la famille n'avait pas réalisé la pression que ça représente sur une jeune femme de 25 ans. Parce qu'Harmonie n'avait que 25 ans. Peut-être qu'il est là, le terreau de son suicide. Je pense pas, non. Harmonie, c'est une fille rayonnante, l'exact opposé d'une personne suicidaire, en fait. S'il y a bien quelqu'un qui nous aidait à encaisser les lourdeurs de notre service, c'est bien elle. Hein. Quand on se retrouvait en salle de repos après une journée éprouvante, ça arrive souvent dans notre service. Elle était là, c'était la première à nous faire rire, à chanter, à danser, et nous aider à décompresser, quoi. On lui doit beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment on va faire sans elle. Ses collègues racontent aussi que dans son couple, d'après ce qu'ils en savent, ça allait bien. Bruno lui avait récemment proposé de se fiancer. Il lui avait même offert la bague qu'elle avait fièrement montrée à tous ses collègues. Au vu des éléments collectés par la police, le procureur ne peut pas croire à un suicide. Alors il décide d'ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire. Autrement dit pour meurtre. Un juge d'instruction est nommé et un suspect lui tend les bras. Il y a quelque chose qui nous intrigue, monsieur le juge. Bruno Lafilé, le compagnon d'Harmonie Marin, il a été pompier volontaire, il est secouriste à la Croix-Rouge. Et il pense pas appeler les pompiers quand il trouve sa compagne pendue dans le grenier. Ça nous paraît pas normal, ça. Bon, il nous dit qu'il a pratiqué lui-même les gestes de premier secours, que là, il a constaté qu'elle était morte, mais la seule chose qu'il fait à ce moment-là, c'est appeler son frère. Et c'est le frère qui appelle les parents. Et les pompiers, le commissariat. Le juge est d'accord avec les policiers. C'est louche, tout ça. Et donc 2 jours après le drame, il décide de placer Bruno Lafilé en garde à vue. Et la première question des policiers est, comment dire, directe. Je vous pose la question, monsieur. Avez-vous tué votre compagne, Harmonie Marin? Tué Harmonie? Mais bien sûr que non.
Enfin, je trouve complètement fou que vous me posiez la question. On était fous amoureux tous les deux. Tout se passait bien. On venait d'acheter une maison. Harmonie s'entendait super bien avec mes deux gamins. Elle s'occupait d'eux. Comme si c'était les siens quand j'en avais la garde. On avait plein de projets ensemble. Comment est-ce que vous pouvez penser une seule seconde que je l'ai tué? Ok. À ce moment-là, les policiers décident d'abattre leur première carte. Un voisin, monsieur, nous dit qu'il a entendu par 2 fois des cris de femmes aux alentours de 20 heures. Il y a eu une dispute avec votre compagne? Ouais. Et il a porté sur quoi, cette dispute? Quand je suis sorti du travail, vers 5h30, au lieu de rentrer tout de suite à la maison, je suis allé me promener sur la Côte Vierge. Et là, j'ai croisé une copine et je suis allé boire un verre avec elle. Et quand je suis rentré à la maison, Harmonie, elle était pas trop contente, quoi. Elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé des SMS, que j'avais pas répondu. Elle m'en a fait tout un foin, quoi. Et c'est pour ça que vers 8h, je suis sorti promener le chien. Et vous avez promené le chien pendant 2 heures, jusqu'à 22h, comme vous nous l'avez dit. Non. Je suis aussi passé boire un café chez Emeline, c'est une copine. Et c'est là que Harmonie, elle a commencé à m'envoyer des SMS. T'es où? Tu rentres quand? Je lui ai répondu que j'étais chez Emeline et que j'allais pas tarder, quoi. Et après, il confirme ce qu'il a déjà dit la première fois. Il est rentré dans la maison en passant par la porte du garage. Il ne l'a pas trouvée. Il a vu que la porte du grenier était ouverte. Il est monté et il l'a découverte pendue au fil électrique. Ne gâchons pas plus de temps de garde à vue pour rien. Merci d'être venu, monsieur Bruno Lafilé. À la prochaine. À propos, que dit l'autopsie de ce suicide qui n'a pas l'air d'en être un? Ça ne peut pas être un suicide par pendaison, ça je vous le confirme. Mais il est néanmoins possible que ce soit un suicide. Auquel cas, cette jeune femme aurait pratiqué ce qu'on appelle une autostrangulation. C'est-à-dire qu'elle a très bien pu s'étrangler elle-même avec le fil électrique. D'accord. Mais on rappelle que le petit copain Bruno dit qu'il l'a décroché en coupant le fil électrique avec une pince. Cette histoire d'autostrangulation paraît improbable. Bon, d'accord, docteur. Et alors, vers quelle heure est-ce que vous situez l'heure de la mort? 21h. Sans aucun doute. Ça, en revanche, ça fait douter de la responsabilité de Bruno. Parce que lui, à 21h, il était chez sa copine Emeline, en train de boire un café. Donc il y a un doute. Un doute qui tient aussi à ce que Bruno a dit en garde à vue. Harmonie n'était pas une femme aussi joyeuse que le dit son entourage. Il a affirmé qu'elle était dépressive. Et il a livré une explication à ce mal-être. Une fâcherie avec son frère Nicolas. Ils ne se parlaient plus. Ils ne se voyaient plus. D'après lui, elle le vivait très mal. Les policiers décident de vérifier et donc ils convoquent le frère. C'est vrai que ma sœur et moi, on était en froid. Depuis quand? Je dirais à peu près 1 an. Pour quelle raison? En vérité, je sais pas vraiment. Peut-être parce qu'elle avait pas d'enfant, que moi j'en ai un. Elle avait pas d'enfant parce qu'elle voulait pas en avoir? Non. Elle disait que c'était parce qu'elle pouvait pas en avoir. Vu ce qui s'est passé, je m'en veux, vous savez, de pas m'être réconcilié avec elle. C'est de ma faute tout ça. Mes parents me disent que non, mais moi je pense que c'est de ma faute si elle s'est pendue. Conclusion. Pas à pas, la thèse du suicide redevient une hypothèse. Une hypothèse, hein. Pas une certitude. L'autopsie est terminée. Il est temps d'enterrer Harmonie. Les obsèques ont lieu à Fécamp. Et tout le monde est un peu surpris par la tenue qu'arbore Bruno. Oh mais t'as vu ça? Il a mis un polo rose et des lunettes de soleil. Le mec il se croit à la plage. Effectivement, pour un compagnon en deuil, le polo rose, c'est limite. Hé, regarde Bruno,
Il a pas l'air très triste, hein. On dirait pas qu'il est aux obsèques de sa femme, hein. Effectivement, il arbore un visage assez neutre, comme un voisin venu assister à l'enterrement de sa voisine. Il ne laisse transparaître aucune émotion. Et ce qui est gênant surtout, c'est qu'il se tient loin des parents. Il n'est pas près d'eux sur le banc, ce qui est pourtant sa place. Il ne va pas les voir, il ne va pas les serrer dans ses bras. Il est en retrait et en polo rose. Et dans les jours qui suivent, quand il les croise dans la rue à Fécamp, il tourne la tête. Et ça commence à les défriser, les parents. Ça, plus le reste, ils commencent à envisager quelque chose qu'ils écartaient depuis le début, que Bruno soit le meurtrier de leur fille. Alors ils commencent leur petite enquête, et ils vont voir notamment les collègues de travail de leur fille, à l'hôpital, qui ne disent pas exactement ce qu'ils ont dit aux policiers. Moi, j'ai parlé avec elle quelques jours avant sa mort. Elle m'a dit qu'elle trouvait Bruno de plus en plus insupportable. Et même qu'elle avait peut-être fait une erreur en s'installant avec lui, en achetant une maison avec lui. Je sais pas ce qu'on vous a dit, mais c'était pas idyllique comme relation. Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit elle-même, hein. Et cette collègue n'est pas la seule à livrer un autre son de cloche sur le couple. Une autre collègue raconte qu'il y a un mois, Harmonie lui a confié que Bruno était violent avec elle. Et elle commençait à envisager qu'il la trompait. Du coup, elle se disait que peut-être ils auraient pas dû acheter cette maison ensemble. Moi, je lui ai dit, si ça va pas avec Bruno, Harmonie, je peux t'héberger. Viens passer quelque temps à la maison, mais elle a pas voulu. Avec ce qui s'est passé, elle aurait dû, hein. Si elle nous avait écoutés. Je peux vous dire que les parents tombent de haut. Ils ne savaient pas tout ça. Rien. Pour eux, tout allait bien. Harmonie ne leur disait pas tout. Ce qui en soi n'est pas anormal, hein. C'était une grande fille. À 25 ans, on n'est pas censé raconter sa vie privée à ses parents. Bref, les parents découvrent tout un pan de vie de leur fille qu'ils ignoraient complètement. Et cette découverte ne fait que renforcer chez eux l'idée que leur fille a été tuée par Bruno. Et tous les jours ou presque, la mère va au commissariat pour tenter de secouer les policiers, pour leur dire c'est lui qui l'a tué. Sauf que les policiers, et derrière eux le juge d'instruction, ont définitivement basculé dans l'autre camp, celui du suicide. Après avoir cru à une mise en scène, ils ont fait marche arrière. L'autopsie, le récit des proches et surtout le fait que Bruno avait un alibi à l'heure du crime, puisqu'à 21h il était chez sa copine Emmeline, tout ça a fini par les convaincre qu'Harmonie s'était vraiment suicidée. Et d'ailleurs le dossier est sur le point d'être classé sans suite. Dès lors, Madame Marin, nous allons vous remettre les effets personnels que votre fille avait sur elle le jour de sa mort. Tenez, tout est dans ce petit carton. Les vêtements qu'elle portait, ses bijoux et son téléphone portable. Bon ben voilà, c'est douloureux hein, pour les parents. Mais l'enquête est terminée. Le dossier va aller prendre la poussière dans les archives au sous-sol du palais de justice. Il faut l'encaisser ça. Faut l'encaisser. Mais la mère n'est pas du tout du genre à baisser les bras. Dès qu'elle rentre chez elle, elle décide d'allumer et d'explorer le portable de sa fille, et notamment les SMS qu'elle a échangés ces derniers mois. Chérie, viens voir. Regarde. Tu savais qu'Harmonie était proche de Benoît, le frère de Bruno? Regarde, elle a échangé plein de messages avec lui. On dirait que Benoît était son confident. Effectivement. Il s'envoyait des messages presque tous les jours. Et je vais vous lire quelques-uns de ces messages qu'elle a envoyés à Benoît. Bruno arrête pas de me rabaisser, il me traite de feignasse, il me reproche de le fliquer. Bruno arrête pas de me dire que je suis grosse.
Il me déteste. Il m'ordonne de monter dans la chambre parce qu'il veut plus me voir. Il veut que je sois morte pour être tranquille et rester dans la maison. Donc, le couple n'allait vraiment pas bien. Plus mal qu'on ne l'envisageait jusqu'à maintenant. Et Benoît, le frère de Bruno, est dans le décor de cette crise de couple. Mais l'exploitation du téléphone portable par la mère d'Harmonie livre d'autres informations intéressantes. Le contenu des 3 SMS échangés le soir du drame entre Bruno et Harmonie. Et notamment le dernier SMS. Tu rentres quand? Quand est écrit K-A-N. Or, Harmonie n'écrivait jamais ce genre d'abréviation. Jamais. Conclusion. Ça n'est sans doute pas elle qui a écrit ce dernier SMS. Voilà quoi, les policiers ont bien merdé dans cette enquête. Ils n'ont même pas exploité le téléphone. Ils n'ont vraiment jamais exploré d'autres pistes que celle du suicide. Et donc, sur les conseils de leur avocat, les parents décident de contourner la police pour relancer l'enquête. Ils portent plainte et se constituent partie civile directement auprès du doyen des juges d'instruction du Havre. Le juge qui finit par les recevoir. J'avoue, messieurs, dames, que je suis très surpris que le téléphone portable de votre fille n'ait pas été exploité et qu'on vous l'ait rendu. Cette pièce aurait dû être placée sous scellé et analysée par les enquêteurs. Je suis stupéfait par ce que vous m'apprenez. Et donc, j'ai décidé de rouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire. Et il décide de la confier aux gendarmes, ce qui est une petite humiliation supplémentaire pour les policiers du coin. Dès que les gendarmes récupèrent le portable d'Harmonie, ils font réapparaître tous les messages qui avaient été effacés, et notamment un message envoyé par Bruno à Harmonie. Si tu croises un camion, mets-toi dessous. Sympa. Parallèlement, il décide de placer Bruno Lafilé sur écoute. Et il découvre qu'il a une maîtresse, une certaine Elisabeth, et que cette relation a commencé avant la mort d'Harmonie. Et surtout qu'Elisabeth est enceinte de Bruno, ce qui constitue le parfait mobile d'un meurtre. Je vais avoir un enfant avec une autre, et toi tu peux pas avoir d'enfant. Et donc je te tue. Plus d'1 an après les faits, Bruno Lafilé est de nouveau placé en garde à vue. Il y a déjà passé 24 heures au tout début de l'enquête. Il ne leur reste plus que 24 heures pour le cuisiner. Bon, je reconnais que j'ai menti. En sortant du travail, je suis allé chez Elisabeth, ma maîtresse. Et quand je suis rentré, Harmonie était dans le grenier en train d'étendre le linge. Elle était furieuse. Une dispute a éclaté. Et là, j'ai attrapé un fil électrique. Je me le suis mis autour du cou en lui disant que j'allais me tuer. Et puis après, en fait, je l'ai mis autour de son cou à elle, quoi. Et j'ai serré. Il vient d'avouer le meurtre d'Harmonie. Heureusement que les parents n'ont pas lâché l'affaire. Quelle humiliation pour les policiers qui ont bâclé cette enquête. Le procès de Bruno Lafilé a lieu en septembre 2017 devant la cour d'assises de Seine-Maritime. Au cœur des débats, les SMS qu'il a envoyés à Harmonie. Il ressort de la lecture de ces messages, monsieur Lafilé, que d'une certaine manière, vous incitiez votre compagne à se suicider, à se pendre. C'est pas vrai. Oui, c'était de la méchanceté de ma part. Mais je la poussais pas au suicide. Vous maintenez que lorsque dans le grenier, vous saisissez le fil électrique, c'est pour, comme vous l'avez indiqué en garde à vue, vous étrangler vous-même? Oui.
Oui, c'est ça, exactement. Mais alors, comment en arrivez-vous à l'étrangler, elle? Je sais pas. Je sais pas expliquer, je m'en souviens pas. Mais je reconnais, j'étais un monstre. Je comprends que la famille d'Harmonie, elle veuille pas de mes excuses. Intéressant, le diagnostic de l'expert psychologue. Nous avons affaire à un homme qui souffre, je dirais, d'un trouble de l'estime de soi. Et c'est donc un homme qu'on pourrait qualifier de pervers narcissique. Au terme de 3 jours d'audience, Bruno Lafilé est reconnu coupable du meurtre d'Harmonie Marin. Il écope de 25 ans de réclusion criminelle. 25 au lieu de 30. Il s'en sort pas si mal. Et donc il ne fait pas appel. Pourquoi l'a-t-il tué au lieu de la quitter? Ça reste un mystère. Peut-être parce qu'il n'y avait que cette issue pour satisfaire son ego d'homme dominant et narcissique. C'est lui qui la trompe, c'est lui qui la fait souffrir. Mais c'est elle qui doit mourir. Je vous ai raconté l'incroyable enquête sur la mort en 2013 à Fécamp d'Harmonie Marin. Une mort d'abord considérée comme un suicide par pendaison et finalement comme un meurtre par étranglement, meurtre commis par son compagnon Bruno Lafilé, lequel a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Et je suis avec vous, maître Guillaume Routel, du barreau du Havre. Vous étiez l'avocat des parents d'Harmonie dans cette affaire. Dites-moi, cette affaire n'est pas à la gloire des policiers qui ont mené la première partie de l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Bon, écoutez, c'est un concours de circonstances terribles qui a failli effectivement conduire la police à conclure à cette thèse du suicide qui n'a dès le début pas convaincu les parents d'Harmonie Marin. Et sans l'opiniâtreté notamment de la maman d'Harmonie Marin, malheureusement, cette thèse du suicide l'aurait malheureusement emporté. On va revenir sur le rôle particulier de la maman, mais quand même là où on a du mal à comprendre qui conclut au suicide, c'est qu'ils sont aussi les premiers à constater qu'il n'y a pas de chaise sous le fil, que le fil est trop mal attaché pour avoir pu porter le corps jusqu'à la mort. On le sait dès le départ, ça. Comment est-ce qu'à partir de là, ils en arrivent à croire au suicide? Mais c'est totalement incompréhensible et il est vrai que le premier examen médico-légal avait été réalisé sans doute dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes et le médecin avait conclu un peu hâtivement que la thèse du suicide n'était pas exclue, de sorte que les policiers, forts de ces premières constatations médico-légales, ont pas poussé l'enquête, l'ont bâclée à vrai dire, considérant que la première version, celle donnée par Bruno Lafilé, couplée avec ces résultats des premiers examens de corps, pouvait correspondre grosso modo à un suicide. Quand le légiste dit elle s'est auto-strangulée, il gobe ça, quoi. Oui, voilà. Ils poussent pas les investigations. Ils sont partis sur une mauvaise piste, malheureusement. Après, c'est pas des policiers strictement de la police judiciaire. On est là sur des policiers qui traitent à la base une histoire de suicide. C'est pas des ultra-pros de l'enquête, c'est ça que je veux dire. Non, ils l'ont malheureusement démontré dans les premiers temps de l'enquête, parce que l'enquête avait bien mal débuté et elle était confiée à des policiers qui n'étaient manifestement pas habitués à une scène de crime ou à enquêter sur une affaire qui allait se révéler être un meurtre entre concubins. Mais ils ont embobiné un juge d'instruction dans leur délire. Ça, c'est plus surprenant. Ouais, enfin, ils ont surtout embobiné au début le procureur de la République qui, au vu des premiers résultats de l'enquête, allait classer. Et encore une fois, moi, les premiers contacts que j'ai eus avec les parents ont été déterminants parce que les parents ne croyaient pas à cette thèse du suicide. Et c'est véritablement eux qui, à un moment donné, ont conduit à ce que l'enquête soit réouverte. Alors, ils n'y croyaient pas en grande partie parce qu'ils n'étaient pas conscients que leur fille traversait une période difficile. Ils vivaient pas avec elle. Elle était grande, elle avait 25 ans, elle vivait avec lui. Ils ont pas vu qu'elle traversait une période légèrement dépressive.
Oui, non, ils ne croyaient pas à cette thèse du suicide. Pour eux, leur fille Harmonie était une fille joyeuse, heureuse au travail. Ils ne pensaient pas qu'elle traversait des problèmes de couple, de sorte que pour eux, cette thèse du suicide leur paraissait totalement invraisemblable. La mère. La mère va se lancer dans une enquête parallèle parce qu'assez vite, elle a la quasi-certitude que sa fille a été assassinée. Est-ce que d'abord ça tient à un caractère particulier? Elle a du punch, cette femme? Oh, dans mon souvenir, c'est une femme absolument exceptionnelle qui était évidemment pleine de chagrin, mais qui ne voulait pas croire un seul instant que sa fille ait pu mettre un terme à sa vie. De sorte qu'elle était véritablement animée du désir de comprendre ce qui s'était passé, et elle était surtout convaincue que, encore une fois, sa fille ne s'était pas suicidée. Elle a véritablement mené une enquête parallèle, et dans les premiers temps, lorsque je la voyais, elle me racontait quelque part les résultats de cette enquête, notamment les contacts qu'elle avait pu avoir avec les collègues de travail, les amis d'Harmonie, qui est naturellement dresser un portrait d'Harmonie qui était incompatible avec un suicide brutal. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis, les parents? Avant le téléphone portable, évidemment, qui emporte leurs convictions, on a bien compris. Oh, je crois que c'était... Vous savez, ce sont des parents qui, comme tout parent, ne peuvent pas croire à un seul instant que leur fille ait pu se suicider, de sorte qu'ils étaient véritablement animés par l'idée que c'était impossible. Et il est vrai qu'ensuite, il y a un certain nombre d'éléments, et notamment ce téléphone portable auquel vous faites allusion, le téléphone portable qui a révélé véritablement quelque part que la thèse du suicide ne pouvait pas tenir. Cette faute d'orthographe commise par Harmonie, très inhabituelle dans un message qu'elle a envoyé... K-A-N. Absolument. Or, Harmonie respectait l'orthographe. Tout à fait. Isabelle Marin, la maman d'Harmonie, échangeait quotidiennement avec sa fille. Elles étaient très proches. Elles s'échangeaient des dizaines et des dizaines de SMS. Et la maman d'Harmonie avait tout de suite noté cette faute d'orthographe que ne commettait jamais Harmonie, de sorte qu'elle était convaincue que ce n'était pas elle qui avait envoyé ce message à son concubin Bruno Laffilet. Je vous confirme, même moi, si j'écris KN dans un SMS pour annoncer mon suicide, faudra pas me croire. Ça sera pas moi. Alors, l'enquête est relancée quand vous déposez une plainte auprès du doyen des juges d'instruction pour meurtre avec constitution de partie civile. J'ai envie de vous demander de faire un peu de pédagogie parce que c'est intéressant, ça. Quel est l'intérêt pour vous? L'affaire a été classée. De porter plainte devant les doyens du juge d'instruction avec constitution de partie civile. L'affaire étant classée, il n'y avait plus qu'une solution pour les parents d'Harmonie, c'était évidemment de déposer une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire de contraindre un juge d'instruction à se charger de l'enquête. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, le juge. Il n'a pas le choix. Il doit mener une enquête. Il doit. On est en matière criminelle, les parents saisissent le doyen des juges d'instruction d'une plainte pour meurtre. Il dépose cette plainte contre X, et là, le doyen des juges d'instruction est contraint d'informer, c'est-à-dire de lancer des investigations. Et je lui demande, moi, tout de suite, parce que les parents d'Harmonie Marin avaient eu des contacts multiples avec les services de police de Fécamp, je suggère au juge d'instruction de confier l'enquête, cette fois à la gendarmerie. Ouais, c'est plutôt une bonne idée, parce que, évidemment, c'est d'autres policiers, probablement du SRPJ, qui auraient pris en charge l'enquête. Mais enfin, c'était compliqué pour eux d'humilier leurs collègues, quoi. Oui, sans doute. Le juge, conscient, parce qu'il avait eu un certain nombre d'éléments qu'on lui avait transmis au préalable, notamment l'exploitation que la mère d'Harmonie avait fait de son téléphone portable, on lui indique donc qu'il y a un certain nombre d'incohérences, d'invraisemblances, qui n'ont pas du tout été exploitées par les services de police de Fécamp, lesquels d'ailleurs commençaient à être un peu exaspérés par l'insistance des parents d'Harmonie Marin qui ne voulaient pas croire au suicide. Elle venait tous les jours. Mais elle y allait tout le temps. Oui. C'est-à-dire, elle se faufilait jusqu'au bureau pour leur coller la pression, quoi. Elle leur demandait de faire leur travail, tout simplement. Et de sorte que le juge d'instruction a très vite compris qu'il fallait confier l'enquête aux gendarmes, qui, eux, ont repris les choses en main.
Et là, tout de suite, quelque part, on réunit des éléments qui, j'allais dire, avant même que Bruno Lafilé soit placé une deuxième fois en garde à vue, laissaient penser qu'ils avaient face à eux l'auteur du meurtre d'Harmonie. L'argument massue, c'est le portable. Oui, c'est un élément absolument Mais c'est des fondamental. messages échangés, quoi. Les messages échangés, les invraisemblances, les incohérences, cette faute d'orthographe, ce fil électrique qui de toute façon ne pouvait pas supporter le poids d'Harmonie si elle s'était Vraiment suicidée, pendu. de sorte que tous ces éléments, avant même que Bruno Lafilé ne soit placé une seconde fois en garde à vue, je pense étaient suffisants, même sans aveu de Bruno Lafilé, étaient suffisants pour les convaincre ou convaincre la cour d'assises ultérieurement de ce qu'il avait mis fin au jour de sa concubine. Pour clore le petit chapitre pédagogique sur la plainte avec constitution de partie civile, ils prenaient un risque quand même, les parents, c'est-à-dire que si la plainte est jugée abusive, ça peut se retourner contre eux quand même. Non, dans la mesure où la plainte avait été rédigée contre X, de sorte qu'il ne prenait aucun risque à titre personnel. Mais encore une fois, c'était le seul levier qu'ils avaient pour que, quelque part, cette première vérité qui leur a été donnée soit contrecarrée par, grosso modo, ce que l'enquête allait révéler, et ce dont ils étaient absolument convaincus à un moment, à savoir la responsabilité du conjoint de leur fille, Bruno Lafilé. Alors on bute sur le mobile quand même, parce que on voit pas bien quel intérêt il avait à la tuer, plutôt que de la quitter. Oui, c'est l'éternelle question. L'éternelle question. Le procès a duré 3 jours. C'est un procès extraordinairement douloureux pour les parents. Ils avaient aussi en mémoire la présence de Bruno Lafilé aux obsèques de leur fille. En polo rose. En polo rose, c'était pour eux quelque chose d'absolument épouvantable. Et ils avaient en face d'eux un homme qui était incapable d'expliquer son geste, qui grosso modo demandait pardon sans même quelque part se rendre compte de la monstruosité à la fois de ce qu'il avait fait et de l'attitude qu'il avait eue dans les jours dans les semaines même qui suivaient le meurtre d'Harmonie. De sorte qu'on a buté sur le mobile, on a véritablement jamais eu d'explication convaincante. Il y a une explication, c'est le fait qu'il soit pervers narcissique, parce que c'est une expression qu'on emploie à tort et à travers, mais en vérité c'est pathologique, c'est-à-dire le type se sent le centre du monde, et à partir du moment où quelqu'un le gêne, il dégage, quoi. Oui, c'est une forme de mépris pour la vie humaine, il a considéré à un moment donné que peut-être sa vie était ailleurs, sa vie sentimentale, et il a imaginé de commettre le pire, c'est-à-dire de supprimer celle avec laquelle il vivait depuis 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une petite histoire de bébé dans le décor? Puisque donc, elle, a priori, ne pouvait pas avoir de bébé avec lui, et que sa maîtresse lui en offrait un. Oui, ça a été un des éléments qui a été évoqué au cours du procès, mais enfin, avouons que cette histoire de bébé ne change rien aux conditions dans lesquelles Bruno Lafilé a agi, c'est-à-dire sans doute avec un certain calcul, parce qu'il a démontré qu'il était capable quelque part d'essayer de maquiller son crime, les SMS échangés, l'attitude qu'il a eue pendant plusieurs semaines, se faisant passer pour ce compagnon éploré, ça démontrait une espèce d'organisation criminelle véritablement, qui grosso modo laisse un peu pantois et laisse penser que il n'y avait pas de mobile sérieux, si ce n'est effectivement cette personnalité très, très narcissique qui, à un moment donné, l'a conduit à commettre le pire. Donc, il est condamné en 2014 à 25 ans de réclusion criminelle. Quand on prend 25 ans, on bénéficie assez vite de remise de peine. Il ne doit pas être loin d'être libérable. Oui, il est condamné en 2017 même, autant que je me souvienne. Oui, mais il entre en prison en 14. Il rentre en 14 en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue. Il est condamné en 17. Il est condamné à une peine de 25 ans. Il va sans doute, dans les mois ou les années qui viennent, tenter d'obtenir un aménagement de peine, par le biais sans doute d'une libération conditionnelle. De ce que je sais, moi, cette demande n'a pas encore été formulée. Il a formulé une demande de relèvement de la période de sûreté.
mais il a, pour le moment, pas formulé, autant que je sache, quelque part, de demande afin d'être libéré par anticipation suite à la décision rendue par la Cour d'assises. La famille trouverait que c'est trop tôt? Ah, mais la famille, j'en suis certain, s'opposerait vigoureusement à cela, ou du moins ferait savoir à la juridiction d'application des peines qu'il est hors de question qu'il ne reste pas en prison. Je vous remercie infiniment, Maître Guillaume Routel du barreau du Havre, d'avoir débriefé cette histoire qui date d'il y a 10 ans. Donc, c'est pas toujours facile de réveiller les vieux souvenirs comme ça et de se souvenir notamment du procès, parce que dans votre métier, on en fait beaucoup, des procès. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.